Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition du mardi 7 décembre 2010, nous évoquerons la question du prix de l'eau dans les communes de Nîmes Métropole, abordée hier soir lors du conseil communautaire. Il sera également question dans ce journal de la venue ce soir à Nîmes de Arnaud Montebourg, venu notamment soutenir 3 candidats socialistes pour le prochain scrutin cantonal. Enfin, nous reviendrons sur la clôture des élections à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan. Mais nous ouvrons ce journal avec un exercice spectaculaire opéré cet après-midi entre Flot et Saint-Maximin dans le canton d'Uzès avec une collision fictive entre 2 avions. SAREX 30, un plan de sécurité civile déclenché par la préfecture du Gard qui a mobilisé près de 170 hommes, qu'ils soient gendarmes, pompiers ou secouristes. Un exercice de sauvetage aéroterrestre qui a permis de tester la réactivité des équipes de secours face au scénario de collision entre 2 avions, la manière de mener les recherches et de venir en aide aux victimes. Le récit de cette opération est signé Alain Bellon. Il est amputé d'un bras, donc il a un choc hémorragique qui est stable, qui a été rempli et qui est stable maintenant. 2 avions se sont accidentés dans le ciel gardois près d'Uzès. Ceci a été la base d'un exercice. Tout est parti du centre de recherche de Lyon en informant la préfecture du Gard de la perte de 2 aéronefs sur leur radar. À partir de cette information, le préfet du Gard a déclenché le plan SATER. On n'a pas connaissance à l'avance du scénario qui est élaboré par la direction de la sécurité civile. Aujourd'hui dans l'exercice, il y avait donc la collision de 2 aéronefs. Nous avons retrouvé le premier assez rapidement. Il nous a fallu un peu plus de temps pour trouver l'épave du deuxième, avec toujours pour l'exercice 7 blessés dans le premier et 5 dans le second, des blessés en l'occurrence des figurants. C'est un exercice lourd et important. Il y a près de 170 personnes qui sont mobilisées sur l'exercice, tous services confondus, à la fois dans la phase de recherche de l'aéronef, et puis dans la phase de sauvetage des victimes. Après le plan SATER qui a permis de trouver les 2 épaves d'avion, le plan nombreuses victimes issues du plan Orsec a été enclenché. Il a permis de mobiliser tous les moyens de médicalisation pour venir en aide aux victimes. On a été avertis en temps réel, nous n'avions rien préparé réellement, on a tout joué en temps réel. C'est-à-dire que les véhicules sont partis d'une partie du SDIS, du service départemental d'incendie et de secours à Saint-Césaire à Nîmes. Donc on a fait partir un groupe PMA, ce qu'on appelle un groupe PMA, donc un poste médical avancé, qui est composé de 4 médecins, 7 infirmiers, et un médecin-chef responsable du poste médical avancé. Sur la zone sinistrée, il va y avoir dans un premier temps les premiers médecins et les premiers infirmiers qui vont arriver sur le site et qui vont faire une reconnaissance rapide, qui dans un premier temps ne vont pas intervenir médicalement parlant sur les blessés, mais vont faire ce qu'on appelle un premier tri. Les victimes ensuite sont ramenées au poste médical avancé où elles vont être retriées, recatégorisées, s'il faut les recatégoriser, ensuite stabilisées avant d'être évacuées sur les centres hospitaliers de la région. À partir de cet exercice, 2 analyses seront réalisées. On va faire d'abord une séance de débriefing à chaud dès la fin de l'exercice à la préfecture. Et puis sous 15 jours, on va faire remonter nos rapports. Chaque service impliqué va le faire. La préfecture, les gendarmes, les pompiers, le SAMU, les associations de sécurité civile, la Croix-Rouge, vont faire remonter leurs observations pour indiquer ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché et ce sur quoi il faut qu'on progresse. Une information relayée par la préfecture du Gard avec la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite aux inondations et coulées de boue survenues dans le Gard entre le 6 et le 8 septembre dernier. Décision prise suite à la publication d'un arrêté interministériel en date du 2 décembre 2010 et publié dimanche dernier au journal officiel. Les personnes sinistrées disposent d'un délai maximum de 10 jours à compter du 5 décembre 2010 pour faire leur déclaration auprès de leur compagnie d'assurance. Retour à Nîmes avec des images de la séance du conseil communautaire qui s'est déroulée hier soir au siège de Nîmes Métropole. Parmi les 110 questions à l'ordre du jour, la question du prix de l'eau dans les différentes communes de l'agglo a notamment été abordée. Un prix au mètre cube qui connaît des variations conséquentes d'une commune sur l'autre et sur lequel le conseil communautaire s'est penché. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'un des vice-présidents de Nîmes Métropole, Jacques Boleg, maire de la Calmette, qui a interrogé pour Télémiroir Alain Bellon. Nous avons fixé une harmonisation en 2019. Il y a actuellement une bonne quinzaine de communes qui sont déjà arrivées au prix moyen pondéré.
et d'autres communes, celles qui étaient les plus chères ou les moins chères, qui mettent un peu plus de temps pour arriver à harmoniser leurs tarifs. Un conseil communautaire sur lequel nous reviendrons demain soir avec notamment l'entrée de nouveaux élus comme le nouveau maire de Saint-Gilles, Alain Guédot. Nous évoquerons également dans notre journal de demain le positionnement des associations d'usagers de l'Union des comités de quartier de Nîmes Métropole concernant la réception du tronçon rénové des allées Jean Jaurès. Un autre sujet déchaîne actuellement les passions dans l'actualité nîmoise avec le TCSP et la réaction de Jean-Paul Fournier suite à l'action entreprise par maître Pierre-Henri Blanc devant le tribunal administratif contre les délibérations de Nîmes Métropole permettant le lancement des travaux de la première ligne du transport en commun en site propre. Une action que le président de l'Agglo estime faire fi de l'avis positif du commissaire enquêteur, tout en soulignant, je cite encore, un comportement irresponsable et dangereux, sans doute dicté par la volonté d'un candidat socialiste dans le 3e canton de faire parler de lui. Fin de citation. Jean-Paul Fournier qui a réaffirmé sa détermination sur le sujet au micro d'Alain Bellon. Je dirais que c'est un petit peu inconscient de la part de ce monsieur parce que les marchés sont passés, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable, les marchés sont passés, ça veut dire que des entreprises vont travailler, si des entreprises travaillent, elles vont créer des emplois, donc il serait quand même dommageable qu'aujourd'hui, dans une période de crise, dans un département où le chômage atteint un taux important, on puisse annoncer que des gens ne vont pas pouvoir travailler parce qu'il y a un monsieur qui en a décidé autrement. Je crois que c'est irresponsable de sa part. Est-ce que ça va, disons, contrarier le TCSP, la construction? Ça va quand même démarrer? Ça démarrera le 17 janvier. Il sera très certainement question du 3e canton de Nîmes, actuellement détenu par Alain Clary et qui sera renouvelable au printemps prochain. Une actualité qui intéresse au premier chef, Arnaud Montebourg, de passage cet après-midi à Nîmes et qui tient actuellement une réunion publique après avoir participé à une séance de dédicace de son dernier ouvrage Des idées et des rêves. L'occasion pour le président du Conseil général de Saône-et-Loire de venir soutenir 3 candidats socialistes en vue du prochain scrutin cantonal. Pierre-Henri Blanc pour le 3e canton, le conseiller général sortant Bernard Cazeran sur le 4e et enfin Michel Elbaz, candidate sur le 5e canton. Le député Montebourg en a profité pour s'exprimer devant la presse sur plusieurs sujets relatifs à la région Languedoc-Roussillon. Je vous propose de l'écouter au micro de Franck Chassagnon. Écoutez, il faut tourner la page. Nous avons dit après la disparition subite de Georges Frêche, paix à ses cendres. La question est posée dans l'Hérault, elle n'est pas posée dans le Gard particulièrement. Il est nécessaire d'avancer vers une sorte de remise à l'état normal des choses. Je l'ai dit à tous les élus que j'ai rencontrés. Et le sens de ma visite auprès de Bernard Cazeran, Pierre-Henri Blanc, Michel Elbaz ici à Nîmes, et le sens, un sens dans le rassemblement. Nous sommes unis pour défendre nos idées, nos valeurs. J'ai fait partie de ceux qui depuis très longtemps ont été très exigeants à l'égard de l'éthique en politique. Il y a 10 ans maintenant, j'ai, avec 38 députés de gauche, demandé la mise en accusation de l'ancien président de la République, M. Chirac. J'avais demandé la démission de M. Roland Dumas, qui était socialiste et président du Conseil constitutionnel. Je n'ai jamais été tendre avec mes propres amis lorsqu'ils franchissaient la ligne rouge et commettaient des écarts. Je pense que l'exemplarité dans une période de crise politique est fondamentale. Il est nécessaire que les citoyens puissent avoir confiance, surtout quand il y a des décisions difficiles à prendre, dans leurs élus. S'ils ne l'ont pas, c'est tout qui s'effondre. Donc je suis très exigeant et je trouve que nous n'avons pas été assez exigeants vis-à-vis du choix du président de région qui saute d'un juge d'instruction à un tribunal, comme si nous avions besoin de cela. Les problèmes des collectivités locales sont suffisamment graves. Le Languedoc-Roussillon est une région magnifique, mais qui a connu beaucoup de sinistres économiques et sociaux, et qui a besoin d'une force politique à sa tête, et non pas d'un affaiblissement. Donc moi je donne un sentiment qu'il est nécessaire d'être exigeant. Maintenant le choix est fait, on ne va pas le refaire certainement, mais je tiens à dire que c'est un problème pour les socialistes que de tolérer cela en leur sein. Voilà. J'ai toujours dit, je ne veux pas changer d'avis.
Et rappelons par ailleurs qu'Arnaud Montebourg a indiqué aujourd'hui avoir été mis en examen pour diffamation envers Florence Wörth, la femme d'Éric Woerth, candidat à l'investiture PS pour les présidentielles de 2012. Arnaud Montebourg avait en effet évoqué un présumé conflit d'intérêts entre les fonctions de Madame Woerth comme gérante de la fortune de la milliardaire Liliane Bettencourt et celle de son mari, ex-ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. On revient au chapitre électoral avec la clôture du scrutin à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Bagnols, Uzès, Le Vigan, où les 20 500 électeurs comptabilisés ont jusqu'à demain minuit pour voter par Internet ou par correspondance, le cachet de la poste faisant foi. Et les résultats sont attendus pour le jeudi 16 décembre au plus tard, et on saura alors laquelle des listes conduites par Henri Doué, Éric Jorodier ou encore Élise Dard, laquelle de ces listes remportera les élections. Rappelons que la nouvelle Assemblée sera composée de 50 membres élus dans 3 collèges séparés, 14 pour la section commerce, 18 pour la section industrie et 18 pour la section service. Un mot de sport avec la suite de la 10e journée du championnat de France de handball en D1 masculine. L'USAM Nîmes-Gare reçoit ce soir Saint-Raphaël. Les hommes de Laurent Puisségur, actuellement lanterne rouge, qui demeurent à la recherche de leur première victoire de la saison en championnat, tenteront de s'imposer face à cette équipe varoise, actuellement 5e au classement. Et pour finir ce journal, un mot sur la préparation des fêtes de Noël avec un focus sur le marché proposé sur le boulevard Gambetta, à côté de l'église Saint-Charles. Des animations et des stands qui ont rassemblé bon nombre de curieux du fait de la diversité et des activités proposées. L'occasion également de rappeler le rôle de la paroisse au sein de ce quartier avec la découverte d'un ensemble vocal qui a plongé les spectateurs dans l'esprit de Noël. Vous allez vous en rendre compte dans ce reportage d'Olivier Michel. Lancé par le père Frédéric Auriol il y a 11 ans de cela afin de collecter des sous pour la paroisse, le marché de Noël de l'église Saint-Charles s'est étoffé et est devenu un rendez-vous important de la période des fêtes et pour la vie du quartier, sans perdre sa vocation première. Les sous collectés de l'an passé, bien refaire une salle de catéchisme, parfois c'est l'achat d'une sonorisation, des petits frais comme ça, c'est vrai que ça n'est pas une somme énorme, mais je pense que cette manifestation, elle se veut surtout un lien entre la paroisse, le quartier, des gens extérieurs au quartier. C'est devenu un rendez-vous incontournable depuis 11 ans. Au programme cette année, le traditionnel marché avec friandises et artisanat d'art, un concours de crèche, un défilé de mode et 2 concerts, dont celui samedi de la chorale ardéchoise Méli Mélodie. Une chorale née en 2003, composée de 60 chanteurs, qui a dimanche matin accompagné la messe et indéniablement contribué à apporter sur Nîmes un peu de l'esprit de Noël. Et Noël qui approche. Allez, un mot sur la soirée sur Télémiroir à 21h, Croco Hebdo qui reviendra sur toute l'actualité du Nîmes Olympique. Ce soir, l'invité de Pierre-Paul Castelli aux côtés d'Olivier Martinez et de Patrick Champ sera l'une des révélations de l'équipe des Crocos actuellement. Encore une fois décisif vendredi dernier dans le match remporté face à Vannes. Je veux bien évidemment parler de Nicolas Bénézé, une émission qui sera suivie à 22h de la retransmission des meilleurs moments du match entre Nîmes et Vannes avec cette victoire in extremis pour les Crocos. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info sur Télémiroir demain le flash 12h30 avec Franck Chassagnon. Je vous donnerai pour ma part rendez-vous à 18h30 pour Tendido Sud. Très belle soirée sur Télémiroir.